Je donne la parole à Driss Benali. Et j'ai une question, je l'ai posée là dans l'introduction, je ne sais pas si vous pouvez répondre. C'est pourquoi il y a tellement de différences entre les chiffres par rapport à la croissance, par exemple, où le gouvernement, bon, il s'est engagé sur 7%. Aujourd'hui, il nous parle dans la déclaration du jeudi, il parle de 5,5% comme prévision. Le conseil, le centre marocain de conjoncture, lui, parle de 4,2%. L'FMI parle dans son rapport sur 4, je pense. C'est 4,7, donc 2,4. Non. C'est 4,2 pour les FMI, 3,2 pour le centre marocain de conjoncture et 5,5 pour le gouvernement. Donc moi je veux comprendre pourquoi, si on parle des mêmes hypothèses, je pense que les hypothèses c'est le prix référence du baril de pétrole, il y a aussi je pense des hypothèses sur l'année agricole. Donc j'espère que vous avoir une réponse pour comprendre ce phénomène. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je tiens d'abord à vous remercier de l'invitation que vous m'avez faite pour pouvoir parler aujourd'hui, bien que je sois relativement enrhumé. Mais c'est d'abord ça que je trouve de positif. La deuxième fois que je viens à Djelida, je note une présence de l'Afrique que j'ai appréciée dans le temps. Alors, vous me proposez de répondre à ces chiffres en premier. Je ne veux pas rentrer dans la lutte des chiffres. Je crois que les partis politiques ont tous mis 7% de taux de croissance au départ. Pourquoi? Parce que ce taux de 7% on le trouve dans le rapport de la Banque mondiale. Disons que le Maroc ne peut commencer à résoudre ses problèmes qu'à partir d'un taux supérieur à 6 à 7%. Alors du coup, ils ont mis tous 7%. C'est ça un peu la question. Par la suite, alors évidemment, on voit les autres taux. Vous avez 5,5% de combien de dire, et ça je crois que c'est le compromis entre plusieurs parties. C'est beaucoup plus une intention, je dirais, qu'un chiffre précis. 5,5%, la conjoncture actuelle, ça reste ça. C'est toujours difficile de dire s'ils arrivent à faire 5,5%, c'est une performance extraordinaire dans la conjoncture actuelle. Et le 4,2% du FMI me paraît déjà plus réaliste. Les 3,2, des bases de calcul différentes, mais je me demande si ce n'est plus réaliste encore quand on voit la conjoncture, aussi bien interne qu'externe. Interne, tout à l'heure, si vous l'a bien dit, vous comprenez, on est directement lié sur l'Europe, et quand on a cette relation avec l'Europe, ça va se répercuter tout de suite sur notre économie. Alors inutile de revenir sur un certain nombre de détails qu'on a largement développés tout à l'heure. L'Europe entre dans une crise profonde, on le sait. Ce n'est pas simplement la crise de l'euro, elle est une crise aussi économique. On voit le taux de chômage en Espagne, en France, etc. Donc ça va avoir des répercussions. Sur le plan interne, écoutez, quand on voit que le taux de déficit budgétaire aujourd'hui, quand on voit les subventions à la caisse de compensation, et quand on voit la situation de la balance commerciale et l'année agricole, attention, c'est une année qui reste très difficile encore, c'est pas tranquille. Là, je me demande si c'est finalement le taux de 3 et quelques pourcents qui est plus réaliste. Mais ceci étant, beaucoup de choses peuvent intervenir entre eux. Alors ça, c'est simplement pour parler des chiffres. Parce que ce n'était pas mon intervention, parce que vous avez posé la question, il faut éclairer ça. Alors, quand on parle de la situation actuelle, je crois que ça a été bien dit, je ne reviendrai pas en détail sur un certain nombre de questions, mais je reviendrai simplement à une chose. Dans ce pays, on a toujours l'habitude de faire... Quand on a un taux de croissance relativement élevé, on se met tout de suite à chanter un certain nombre de choses. Les années 80, les années 70, on a parlé du décollage, du take-off économique.
Il y avait un ministre qui était restant là, il n'est plus dans le décor aujourd'hui, mais il a parlé du TECOF. Depuis, je ne sais pas s'il s'est perdu là. Bon, bref, on parle plus du TECOF. Après les années 90, on s'est mis à parler du dragon de l'Afrique. Là aussi, c'était le même ministre, sauf que le livre s'appelait Dragon, mais avec point d'interrogation. Le ministre en question avait point d'interrogation. Bon, c'est le dragon tout court. Alors, après, quelques années plus tard, le dragon ne crachait plus de flammes, terminé, on en parle. Et puis maintenant, ces dernières années, on parle d'une économie émergente. Paraît-il, on émerge. Alors, on se place parmi les économies émergentes. C'est un thème qui est aussi, qui a beaucoup de succès. Il n'y a pas un qui ne parle pas de cette émergence. Alors nous allons voir comment, parce que le Maroc effectivement émerge, je reviendrai tout à l'heure. Mais d'abord, l'état des lieux. On l'a tracé, j'ajouterai simplement un certain nombre de détails. Quand on voit un certain nombre de clignotants, ils sont au rouge. J'ai parlé du déficit, et surtout quelque chose qui est devenu très inquiétant, c'est cette compétitivité marocaine et cette productivité qui est faible. Et une balance commerciale qui n'arrête pas de reculer depuis 2003. Ça, c'est un indicateur. Cet indicateur a été camouflé parce qu'on a dit tout à l'heure que la Banque mondiale l'appelle le syndrome hollandais. Le Maroc, paraît-il, a vécu un syndrome hollandais. Or, le syndrome hollandais, c'est le cas des pays rentiers, c'est-à-dire des pays qui ont le pétrole, le gaz, le revenu élevé. On a pris ça de la Hollande, à un moment, elle a découvert le gaz, et les dépenses se sont développées rapidement, plus que les recettes. Eh bien, le Maroc a vécu un syndrome hollandais, paraît-il, jusqu'en 2007, voire 2008. Ce syndrome hollandais, trois éléments. On a tout à l'heure largement développé le premier élément, les immigrés. Les immigrés qu'on trouve d'ailleurs dans le deuxième rubrique, le tourisme, qui sont d'ailleurs comptabilisés. Alors, vous avez les immigrés, vous avez les tourismes et vous avez les IDE à cause de la privatisation de grande partie. Trois éléments qui ont permis alors de connaître une croissance rapide. Paradoxalement, cette croissance rapide s'est faite par la demande interne au moment où on parlait de l'ouverture sur l'extérieur. On a le sentiment que le Maroc, pour le Maroc, s'ouvrir, c'est s'offrir. Plus il signe des accords de libre-échange, plus la balance commerciale décline. Ce qui est évidemment inquiétant d'un certain point de vue, un pays manifestement qui n'a pas la capacité de se positionner sur le marché mondial. Alors ceci, on a tenu le coup par justement cette rubrique, le syndrome hollandais, qui a joué en notre faveur. Ce syndrome est aujourd'hui en train de, comme tout syndrome, il a vécu ce que vivent les roses. Et aujourd'hui, il faut vivre une autre situation. La situation devient sérieuse. Donc, c'est essentiel à comprendre dans l'économie actuelle. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur cet aspect compétitivité que je trouve, pour ma part, un danger, parce qu'on ne peut pas se positionner, s'ouvrir et se positionner dans l'économie mondiale sans évidemment avoir une compétitivité forte. Et la compétitivité, le noyau fort de la compétitivité, c'est d'abord la productivité. Sur ce plan, effectivement, le Maroc, tout le monde sait qu'il rentre dans la mondialisation en reculant, parce que pour se positionner comme il faut dans la mondialisation, il faut la maîtrise du savoir. Or, il a raté son système éducatif et on connaît les résultats. Bon, c'est pas la peine de s'exciter outre mesure sur cet aspect des choses. Je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. On voit tous les pays qui se positionnent bien à l'échelle planétaire sont des pays qui ont réussi justement ce système éducatif. Et ça, c'est un peu la caractéristique du monde arabe entièrement. C'est à voir les années 70, on a traité le système éducatif par l'idéologie plutôt que de le traiter, je dirais, de manière rationnelle. On veut maroccaniser, arabiser, etc. Résultat, on le connaît. C'est pas du tout la conception des Asiatiques. Le profil, former des gens, pourquoi faire? C'est pour créer de la valeur ajoutée. La réponse était différente. Et il se trouve que, et j'ai lu un rapport sur les pays d'Asie qui ont réussi, et leurs chefs d'État d'ailleurs sont tous des gens du niveau master. C'est niveau moyen, les chefs d'État, qui ont fait des merveilles parce que
ils étaient très pratiques. Alors, on veut, hein, mais c'est pas ici, on a le complexe français, les grandes écoles, on affiche ça, on se met à chanter ça, etc. Pas du tout. C'est des gens qui sont venus avec ce niveau-là. Et dès le départ, leur obsession, c'était comment faire des gens pratiques, etc. Une économie rentable. Ça a donné d'excellents résultats, les Mohatir, etc. Malaisie, et j'en passe. Nous avons traité les choses autrement. Un autre élément, c'est que nos réformes, quand on les a faites, c'est vrai qu'il y avait des réformes en matière de gouvernance, je parle des années 90, et je suis tout à fait d'accord. Les années 90, j'ai le sentiment, personnellement, que le Maroc, les années 90, a peut-être eu un taux de croissance faible, mais il a plus mûri au niveau d'en haut. Le jour où Hassan II a dit le Maroc est menacé d'un arrêt cardiaque, c'était pas une phrase gratuite, c'était presque une forme de lucidité sur une situation qui était difficile. On a vu effectivement ce qui n'était pas fait et sur le temps perdu. Et ce n'est pas par hasard que les années 90 où les réformes ont été accélérées. Il y avait une accélération des réformes. On a même failli aller plus vite encore dans les réformes institutionnelles, sauf qu'à l'époque, il se trouve que, et moi je dirais une chose peut-être qui ne va pas plaire, ce n'est pas tant le système lui-même qui est en retard, mais en face, il n'y avait pas d'acteur réel avec projet réel qui aurait pu pousser le système à aller plus loin. Comme disent les économistes, je crois que c'est Porter qui disait la chose suivante, on ne peut pas faire un produit de qualité si la demande n'est pas exigeante. La demande n'était pas exigeante, elle est toujours relativement, mais la demande n'était pas exigeante. Conséquence, on s'est arrêté un certain nombre de réformes, mais pas plus loin. L'année 2000, il y a beaucoup de choses spectaculaires, surtout ce qu'on appelle les grands projets. Mais en fait, quand on vient aux réformes profondes, on voit qu'on n'est pas allé trop loin. On n'est pas allé trop loin, plus encore, les réformes qu'on a entreprises, on les a entreprises avec lenteur, etc. Et comme disait, je crois que c'était le général MacArthur qui disait, toutes les guerres perdues ont une seule cause, trop tard. Bon, évidemment, des guerres, pardon, je ramasse mes...